Bonjour tout le monde, nous voilà de retour, Moonwalk Talk avec Michael King et Greg Pop Culture. Deuxième épisode, nous revoici, nous voilà. Donc là, on aura le temps d'élaborer certains sujets. On va commencer par déjà un gros morceau. Je sais pas comment vous allez les gars. Bah écoute, ça va super. Très bien. Voilà. Donc on va commencer par, selon vous, c'est une question, quel est le meilleur format pour parler de la vie de Michael? Série, film, etc. Parce qu'il y a quand même plusieurs projets le concernant, avec bien évidemment le biopic qui arrive ce mercredi en salle de cinéma en France, le 24 aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est une question que je suis toujours posée. Donc on peut se lancer là-dessus pour commencer tout simplement. D'accord. Eh bah écoute, si on commence... alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on a eu deux formats qui ont déjà été proposés pour raconter la vie de Michael Jackson. Enfin, plus précisément, un format pour raconter la vie des Jackson et un autre format pour raconter la vie de Michael Jackson. On a eu le format mini-série. Donc une série qui s'appelle The Jackson An American Dream, une série qui a été composée en 4 épisodes, ce qui fait un programme d'à peu près 4 heures, grosso modo, pour raconter la vie de Michael Jackson, alors de la période, la rencontre des parents, Catherine et Joseph, jusqu'au Victory Tour. C'est ça. Voilà, donc 4 heures pour raconter cette histoire. Et ensuite, on a eu deux biopics, donc deux films d'à peu près 1 heure et demie, si je dis pas de bêtises. Mhm. Alors, un film qui cherchait à raconter la vie de Michael jusqu'au procès Arvizo. Et un deuxième film de 2017 qui se concentrait plus sur les dernières années de vie de Michael Jackson, qui était raconté du point de vue des gardes du corps de Michael Jackson. Alors, le constat qu'on fait finalement, c'est que, et on se l'est beaucoup dit, est-ce qu'un film c'est suffisant pour raconter toute la vie de Michael Jackson? Une vie qui est tellement dense, une carrière qui commence à l'âge de 5 ans, qui se termine dramatiquement à l'âge de 50 ans. Donc raconter 45 ans de carrière, c'est extrêmement compliqué de le tenir sur un film de 2 heures. Et finalement, on se rend compte, si les infos sont justes, en tout cas les infos qu'on a à ce jour-là sont justes, on constate que eux, de toute façon, c'est finalement cette dynamique qu'ils ont pris, parce qu'ils ont pris la décision de couper en deux l'histoire qu'ils racontent, donc une partie 1, une partie 2, donc ce qui fait de ce biopic un diptyque. Et je pense que c'est un bon choix, effectivement, si on veut avoir le temps de tout raconter. Maintenant, on verra dans l'exécution ce que ça donne, et pas trop s'avancer. Vous savez un petit peu les idées que j'ai autour de ce projet, on développera peut-être un peu plus tard. Et finalement, on se rend compte que si on a envie d'avoir le temps de tout raconter, de bien raconter les choses et vraiment de prendre le temps, on pourrait envisager que le format série pourrait être le plus adapté. Mhm. Mais à mon sens, le format série a quand même un gros point faible. C'est qu'en termes événementiels, c'est forcément moins important qu'une Bien sûr, sortie cinéma. bien sûr, bien sûr. Et donc, même si la série peut prendre le temps de raconter, il y a ce sujet de l'événementiel aussi qui peut poser question, parce que, encore une fois, on parle de Michael Jackson. Mhm. Voilà. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Donc du coup, je te repose la question avant de conclure à ce niveau-là et peut-être sans interférer. Selon toi, quel est le meilleur format pour raconter la vie de Michael et par rapport à ce qui a été fait, bien évidemment. Déjà. Je rejoins Greg sur certains points, mais par contre, moi, personnellement, je l'avais dit aussi au précédent épisode, je pense qu'une série aurait été plus adaptée pour une saison, une période. Parce que, oui, la vie de Michael était tellement dense, 45 ans de vie perso et de carrière à résumer, c'est très compliqué, on en avait aussi parlé précédemment, mais le fait que le biopic, par exemple, va être coupé en deux parties, c'est cohérent, c'est logique. Mais encore une fois, est-ce qu'il va combler, je dirais pas tous les manques, mais résumer la vie de Michael en deux films? Alors, ça peut le faire, mais tout dépend en fait de l'exécution. Ça dépend en fait de quel angle sera axé. Bon, par exemple, dans la première partie, on sait que ça sera surtout la partie de sa carrière, donc des Jackson 5 jusqu'à Bad, donc professionnellement. Après, encore une fois, on sait qu'il y aura des parties personnelles. On ne sait pas encore lesquelles, mais on les verra très bientôt. Mais moi, perso, je pense qu'une série aurait été plus adaptée. Alors, c'est vrai que sur l'événementiel, une série, c'est moyen. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas penser non plus sur le moment, il faut penser sur la durée. Parce qu'une série, si la série est bien, tu vas continuer à la revoir, à la re-revoir. Et c'est un petit peu le but. Donc encore une fois, moi je pense que s'ils avaient fait une saison, par exemple, la saison 1, période Jackson 5, la saison 2,
période Jackson. Ensuite, tu passes saison 3, Off the Wall, et ainsi de suite, quasiment jusqu'à la fin. Et voilà, le fait de faire une saison, j'exagère, mais genre en, je sais pas, 12, 15 épisodes, beaucoup plus peut-être ou moins, j'en sais rien, mais ça aurait été plus adapté parce que tu aurais pu raconter le point de vue de la carrière, bien sûr, pour un épisode, et peut-être passer sur l'autre dans un moment personnel de sa vie. Ça aurait été le mieux adapté. Donc, est-ce que c'est moins vendeur qu'un biopic au cinéma? Certes, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que la qualité va durer dans le temps par la suite? Je pense qu'une série a beaucoup plus de chances qu'un film. Ok, je vois. Mais après, bon, ce qu'on peut se dire également, c'est qu'un film, quand il sort, il a une durée de vie, puis après, tu as le DVD. Donc, on va dire que c'est quand même un élément que tu peux conserver et revoir par toi-même. Et c'est un moyen de soutenir en supplément tu vois, le projet, contrairement à si ça a été diffusé, je sais pas, sur Netflix ou Prime, tu vois ce que je veux dire? Bah justement, c'est que en fait, s'il n'y avait pas tous les services de streaming, Mhm, je serais d'accord avec ce point de vue-là. Mais mhm, maintenant, on a le streaming, on a Netflix, on a Disney+, on a Amazon Prime, on a plein de choses. mhm. Donc il n'y a aucune raison qu'une série ne reste pas sur les plateformes. Après, vu certaines polémiques, par exemple sur Willow, qui a été carrément retiré de la plateforme Disney+, alors que c'est Disney qui l'a produit, oui, ça c'est vraiment une problématique. Mais encore une fois, avec l'ère du streaming, je pense pas que la série serait tombée dans l'oubli et si la qualité était au rendez-vous. Mhm. Donc, ouais, donc encore une fois, juste pour résumer, un biopic au cinéma sur Michael est plus vendeur, certes, mais est-ce que s'il va tenir sur la durée, tout dépend après si le film est bien fait, mais si ça avait été par rapport à une série, je pense qu'elle aurait plus ses chances sur la durée, sur la longévité. Non, ça se voit après. Bon, je trouve il n'y a pas forcément de mauvaise réponse. Je me situe un peu dans les deux eaux. Alors, petite parenthèse, j'ai eu l'opportunité de voir le biopic à Berlin. Voyou. Donc, je vais me contenir pour ne pas spoiler, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, je me suis posé la question. Bon, en fait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit dans le sens où moi, j'aurais kiffé vraiment que le projet soit décliné comme la série The Crown que j'ai Oui, kiffé de bout en bout. Donc, ça bon vient exemple. à Bon la exemple. genèse, la jeunesse de la reine, Elisabeth, etc. On la voit grandir, et puis voilà, se marier, etc., jusqu'à l'époque de Lady Di, qui a des enfants et tout ça. Donc, moi, j'aurais kiffé de voir ça. D'autre côté, je me dis, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est quand même un événement, Mondial. c'est du jamais vu. En tout cas, voilà. Serait pas une manière de refaire vivre le cinéma, d'un côté, sachant que, bon, on sait que le cinéma est en perdition avec justement tous les services qui existent, sans parler du téléchargement, les différentes plateformes de streaming, etc., la VOD et tout ça. Donc je me dis peut-être que, bon, ou je voyais peut-être un truc en mode couper la poire en deux, même si je sais que c'est impossible techniquement, mais première partie à sortir au cinéma, et après les autres déclinaisons peut-être, tu vois, sous forme de série. Mais non, je pense qu'ils vont continuer à maintenir Mm. le truc pour faire vivre le cinéma. Effectivement, ça crée quelque chose de monumental, quoi, effectivement, quand ça sort. En fait, il faut comprendre que chaque format, de toute façon, a ses points forts et ses points faibles. Tout à fait. Moi, sur le principe, je suis assez d'accord. En tout cas, si je voulais répondre à mes besoins et mes envies sur un média qui raconterait la vie de Michael Jackson, bien sûr que je m'orienterais vers la série parce que, comme tu l'as dit, Mika, une série, tu peux développer donc sur une saison un programme de 10 heures. Donc, ce qui te permet d'être hyper large pour De raconter des décliner. choses. Et effectivement, tu prends une saison 1 qui commence des Jackson 5 et qui pourrait peut-être s'arrêter juste avant Off the Wall et donner envie aux spectateurs de vouloir voir la suite. Ah, on va rentrer dans le vif du sujet de la carrière de Michael. Maintenant, la question que je me pose en termes de cible, parce que forcément, quand tu choisis un média, tu penses cible, tu penses le plus large possible. Et je pense qu'effectivement, un format série est adapté aux fans, mais pas forcément adapté au grand public. Et contrario, le format cinéma est peut-être plus adapté au grand public. Et donc, dans cette volonté De rassembler. intrinsèque, effectivement, d'aller chercher quelque part une nouvelle génération de fans, d'aller toucher des gens qui ne sont pas fans de Michael Jackson, mais De qui, base. par le biais du film, aient envie d'en savoir plus. Et je suis pas forcément certain que écouler un programme de 10 heures aurait cet impact Mm. pour quelqu'un qui n'est pas fan. Je ne dis pas que ce serait pas le cas, mais je me pose la question Mhm. sur est-ce que ça pourrait avoir le même impact. Et encore une fois, on en revient à cet aspect événementiel qu'on a évoqué. Donc, tu vois, Carlito, tu as parlé de l'événement
à Berlin, c'est pas quelque chose que tu peux construire avec une série. Tu peux le faire avec une saison 5 Stranger Things parce que Stranger Things est un événement lui-même. Ça clôture la chose. C'est ancré en tant que série. Par contre, arriver avec une nouvelle série, une série biopic, C'est vrai. on n'est pas sur du fantastique, on est presque sur du drame humain. Enfin, Non, c'est vrai. voilà, C'est vrai. disons les choses clairement, au-delà de la partie artistique de Michael Jackson. Et puis en plus, on voit au travers des différentes décisions qui ont été prises autour du biopic. Je pense notamment à l'affaire Chandler ou l'affaire Arvizo qui ont été évincées. Bon, voilà, là on se concentre sur la période se finit sur Bad, donc il n'y a pas de sujet, c'est normal que ce soit pas évoqué, mais en allant plus loin dans la réflexion et en étant déjà en train de penser à la partie 2 et à ce qui, à mon sens, doit être évoqué, ce qu'on a déjà évoqué dans le premier podcast, qui est d'ailleurs toujours dispo sur la chaîne de Carlito. C'est tous ces sujets-là. Et donc, encore une fois, effectivement, est-ce que le format série, je pense, pose des points faibles par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, nous, les fans, c'est le format qu'il nous faut. Mais si on doit avoir cette réflexion de grand public, De masse. acquisition, entre guillemets, de part de marché fan de Michael, je suis pas sûr que... Je pense qu'effectivement, le diptyque, voire même un triptyque, aurait été... Moi, je le vois en 3. Ça, Ouais, en 3, ça aurait été même. même génial. Mais effectivement, je pense que... je précise que j'ai pas vu le film au moment où je parle, mais je pense que la période Jackson 5, alors déjà que c'est une période qui est pas forcément, je dirais, j'ai pas le mot, elle est pas forcément recherchée par les fans. Enfin, les fans ne creusent pas la période Jackson 5. Vraiment. Ou alors très peu. Voilà, Très ils la peu. survolent. C'est Michael solo. Donc si même la plupart des fans, et c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, encore une fois, chacun vit sa passion comme il l'entend, mais si déjà on survole la partie Jackson 5, alors le grand public, j'imagine même pas. Donc on peut pas s'attarder sur cette période-là, entre guillemets, il faut amorcer très vite l'indépendance artistique de Michael, et ensuite, effectivement, à partir de 76, enfin, pour moi, c'est chronologiquement la date où la carrière solo de Michael commence réellement. À partir de 76, où il commence à poser ses propres compositions. Je pense notamment à Blues Away, qui est une chanson incroyable sur l'album des Jackson de 76. C'est là où, pour moi, la carrière de Michael commence réellement en tant qu'artiste indépendant. Donc, la période Jackson 5, en fait, il faut la raconter très vite. Et c'est peut-être un des défauts, et encore, je dis défaut vraiment parce que je chipote, mais c'était peut-être un des défauts de The Jackson and American Dream, c'est que on est tellement concentré sur la personne Jackson 5 et on survole la période Michael, quelque chose que tu avais évoqué sur les réseaux, Off the Wall, Off the Wall, qui n'est pas évoqué du tout. Ouais. Voilà, pour moi, c'est pas la partie sur laquelle on se concentre le plus. La partie Jackson 5 donne un contexte, elle impose un environnement à l'évolution artistique de Michael, mais elle n'est pas le cœur de l'histoire de sa vie. C'est le précepte, c'est le contexte. Non, voilà ce que j'en pense. Bah, alors, sans spoiler, c'est en ayant vu justement le biopic que j'ai fait un bond dans le temps en me disant ouais, en fait, dans cette série qu'on évoque, parce que à juste titre, c'est mon projet préféré, et pour beaucoup, hein, on va pas se mentir, mais qui manquait cette phase de Off the Wall. Je me dis, tiens, c'est bizarre, mais effectivement, c'est vrai que la partie Jackson 5, elle est très peu recherchée. Bon, même moi, hein, tu me poses des questions précises, etc. Je serais plus à même de répondre sur la période, on va dire, classique, connue du grand public de Michael Jackson, c'est-à-dire Off the Wall, Thriller, Bad, etc., que, effectivement, quand il était enfant avec ses frères, quoi. Mais, ouais. Aussi, Ouais. c'est que la période solo, bah, oui, mondiale, elle a commencé à partir de Off the Wall. C'est à partir de Off the Wall, enfin même Off the Wall, c'était entre guillemets de niche quand c'était sorti. Alors, je parle mondial, hein, je parle pas aux États-Unis. Mais voilà, genre, je sais qu'en France, quand Off the Wall est sorti, c'était vraiment que les connaisseurs de musique qui connaissaient l'album. C'est Ça Thriller qui a tout, ouais, qui a tout, et voilà, c'est Thriller après qui a le fait raz-de-marée. connaître Michael vraiment mondialement, alors qu'il était déjà connu artistiquement. Et c'est vrai que la série survole vraiment cette période, mais je pense aussi que quand on regarde American Dream, pardon, on se focus beaucoup plus sur plutôt les parents. C'est leur histoire. Ouais, C'est ce que je racontais, voilà. On se focus plus sur les parents,
Bien sûr, après, on se concentre sur les enfants, il n'y a pas de problème. Mais le plus marquant, moi, ce que j'ai vu, hein, c'était vraiment les parents. C'est Catherine, c'est Joseph. c'est- qui- Bien sûr, sans eux, il n'y aurait pas de Jackson 5, il n'y aurait même pas les sœurs non plus. Donc voilà. Si je peux apporter juste une petite parenthèse, c'est que la série Jackson and American Dream est directement inspirée du livre de Catherine Jackson, My Family, si je dis pas de bêtises, le titre du livre. Donc il est directement inspiré de son livre, donc effectivement, et même Jermaine Jackson qui produisait la série avait confirmé que c'était l'histoire de ses parents que la série cherchait à raconter. Et effectivement, on commence quand même sur la rencontre entre Joseph et Catherine. Joseph et Catherine. Et cette série ne triche pas finalement avec sa promesse. C'est-à-dire qu'à aucun moment, cette série est arrivée en disant on va raconter la genèse de Michael Jackson. Non, cette série a toujours eu l'ambition, la promesse, et la promesse qu'elle a tenue, de raconter l'histoire de la famille Jackson. Bien sûr. Et justement, c'est aussi peut-être la chose le fait que la série est toujours, elle est toujours d'actualité et surtout que les gens s'en souviennent beaucoup parce que justement, elle n'a pas triché, elle n'a pas dit on va vraiment se concentrer que sur Michael. Non, voilà, c'est l'histoire de la famille Jackson. Il faut pas oublier que Michael, c'est pas que la famille Jackson. Non, il y a ses frères, il y a ses parents, il y a ses sœurs. Et il faut raconter l'histoire de tout ça. Et oui, c'est un parti pris. Et franchement, moi, perso, je pense que c'est une des meilleures retranscriptions. Enfin, une des meilleures. Mais en gros, c'est une bonne retranscription familiale. La meilleure, du coup. La meilleure, non, mais de ce qui a été fait. Voilà, De toute façon, on fera les Le comparaisons. mieux est l'ennemi du bien. oui, voilà. On fera les comparaisons. Alors, petite question qui me vient en tête comme ça rapidement. Quand la série est sortie, parce qu'elle date de 92, est-ce que vous l'avez vue à ce moment-là ou c'était en différé? Non, en différé. En différé, tu l'as vu quand toi Moi, le projet? moi, je l'ai vu, c'était début 2000 parce que Ah ouais. 92, j'ai 4 ans, Ok. donc je suis très petit. Ok. Mais voilà, je l'ai vu après adolescent, donc après voilà, courant des années 2000. Et oui, même moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Et toi, Greg? Moi, je l'ai vu assez tard, en fait, la série, parce que je m'y suis pas intéressé tout de suite. Et il y avait une deuxième problématique aussi, c'était où la trouver. Parce que l'accessibilité de la série est compliquée. Et très honnêtement, je n'ai jamais regardé la série dans une super qualité. Ouais. Parce qu'actuellement, elle est que dispo sur YouTube. C'est ça. Et puis, je l'ai regardée en VF. Je précise aussi, bon, moi, je suis un pro VF, donc... J'ai regardé la série en VF, je suis navré pour tous moi, ceux c'était en VF aussi. Hein. VF, Mais Sur ce projet-là, je précise bien. VF. Mais ouais, je l'ai vu en plus en très mauvaise qualité et j'ai dû le regarder dans les années 2010. Hein, j'ai regardé très très tard Ok. cette série et puis je l'avais même regardé plus dans une démarche de connaissance que dans une réelle volonté de je veux absolument voir cette série quoi. C'est plus dans un état de la regarder et puis j'avais même eu besoin de la revoir récemment parce que bon là au moment où je vous parle la vidéo est sortie donc j'ai fait une vidéo sur le sujet et effectivement j'avais besoin de la revisionner, je t'avais même sollicité pour la trouver sur les médias. C'est ça. Ah bah c'est marrant d'entendre... Alors moi, je l'ai vu quand ça a été diffusé à l'époque. Donc j'étais encore enfant, mais assez grand pour comprendre les choses. Et là... j'ai regardé ça avec passion et magie. Donc, j'apprenais tout. Il y a des choses que je savais déjà. Mais ouais, j'étais fasciné par l'histoire de la famille. Puis, comme le nom l'indique, c'est effectivement, ils incarnent le rêve américain. Ils partent de très bas, classe, on va dire, limite prolétaire. Joseph qui travaille dans une aciérie à Gary, etc. Qui a un rêve, c'est d'extirper sa famille du ghetto, entre guillemets, que sa famille... ses enfants ne traînent pas avec des brigands, etc., que ce soit drogue, gang, etc. Donc pour le coup, il a réussi. Après, les méthodes, ça c'est encore un autre débat, mais effectivement, passion totale, quoi. Donc ça passait à la 2, je crois, l'émission Giga, si ma mémoire est bonne. Et chaque jour de la semaine, parce que c'était en semaine, c'était mon rendez-vous quotidien. Donc, un peu saoulé au départ, parce que je voyais que les parents dans les premiers épisodes. Et moi, dans ma tête, c'était bon, Michael, il vient quand, quoi. Puis quand on le voit après naître, tu te dis, bon, ça y est, ça a vraiment commencé. Puis tu apprends tout, ouais, comment ça a débuté, la détection des talents, Tito qui a appris la gratte de son père pendant qu'il est au travail. Et c'est comme ça qu'en réellement, ça a démarré. Parce que la vraie histoire, c'est ça. C'est pour ça que j'avais aimé les hommages quand Tito est décédé en 2024.
Merci pour la guitare. Tu sais, les gens disaient ça. Si on peut apporter une précision aussi, la série An American Dream, contrairement aux 2 autres biopics, sort dans un contexte où Michael n'est pas enclin au scandale Chandler et autres, C'était pas encore. autres histoires. Donc, Son image n'avait pas été ternie à l'époque. tout à fait. Ça, Et pour revenir, justement, tu parlais de Tito, comme quoi l'effet papillon, il est énorme parce qu'il a fallu que Tito prenne la guitare de son père et à cause de... Enfin, pour moi, À cause mais ou grâce à à ça. cause de cet incident, c'est à cause de cet incident qu'on a eu les Jackson. C'est à cause de cet incident, les Jackson 5, et après, c'est à cause de ça que Michael va s'émanciper et tout ça. Et comme quoi, hein, l'effet papillon, c'est énorme. Hein. Une action peut avoir des conséquences énormes et phénoménales, que ce soit en bien ou en mal. Et vraiment, je trouve ça mais énorme. Donc, oui, Michael est talentueux, ça, on va pas le reconnaître, mais faut pas oublier que, ouais, sans l'audace de Tito d'avoir pris la guitare, On n'en serait pas on là. n'en serait pas là, en Ouais, fait. c'est clair. Et c'est énorme. Donc, Tito, merci d'avoir fait cet interdit. Grâce à Merci, toi, Tito. c'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est vrai que ce commentaire hommage m'a vraiment touché. Parce que du coup, moi, ça me ramenait en lien avec la série que j'avais vue à l'époque. Et je savais très bien de quoi il s'agissait. C'est vrai que bon, les fans le savent, le grand public peut-être pas. Ils vont peut-être imaginer que non, Michael dansait déjà, puis ça s'est venu comme ça, alors que non, il y a eu plusieurs vagues. Ça, puis au départ, c'était un groupe, mais qu'avec les 3 plus grands. Et puis après, il y a eu Marlon et Michael. Catherine qui avait remarqué justement le talent de son fils, qui l'a transmis l'information auprès de son mari Joseph, qui était en mode ouais, non, non. Et quand il a vu, bon, là, ça tout a changé. La switch avec Jermaine, qui de base était le soliste du groupe. Ah, Jermaine. Bon, bref, ce sera pas le sujet de. Et D'ailleurs, c'est voilà. la partie 2 en fait. Voilà. Et du coup, après, vous connaissez la suite, mais c'est bien, c'est intéressant. Et du coup, par rapport aux autres projets, donc là, je me tourne vers toi en premier lieu. Est-ce que tu pourrais en dire plus de ton appréciation de ce qui a été fait? Sur les autres films, Ouais. ok. Alors le deuxième film donc qui sort en 2004, donc qui s'appelle Men in the Mirror, The Michael Jackson Story, donc en Un homme titre- dans l'ombre, je crois, dans le français, non? Ouais, Je sais pas ouais, quoi, c'était ça- quelque chose, Star dans l'ombre. Star dans l'ombre. quelque chose comme ça. Donc là, on est sur un film qui est totalement indépendant. On est sur du téléfilm plus précisément. Donc un film qui n'est pas officiel, qui n'est pas fait sous l'aval de Michael, parce que le film est fait du vivant de Michael Jackson. Et alors, ce film, Quand il commence par alors, Il a un trauma, disons que- Carla, non, pour mais ça. disons que la ligne éditoriale de ce film partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire que on voit qu'il y avait une réelle ambition d'expliquer la vie de Michael, de la condenser en 1h30 certes, mais tout du moins de l'expliquer. Et moi, ce que j'ai apprécié dans la démarche du film, la démarche, il choisit bien ses mots. dans la démarche du film, c'est que au moins c'était un film qui prenait position sur l'innocence de Michael Jackson. C'est un film qui ne cherchait pas à tricher ou à essayer d'installer cette espèce d'ambiguïté que les médias aiment mettre en place pour avoir des likes, des commentaires et pour faire un peu le buzz. Et notons d'ailleurs que c'est un buzz qui ne fonctionne plus aujourd'hui, soyons clairs. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est que c'est un film qui n'a pas voulu tricher. Maintenant, en termes d'exécution, il a souffert d'énormément de choses. Déjà, de ne pas avoir les droits sur les musiques et de faire un film Ouais, sur ça- Michael Jackson sans musique, C'est compliqué. C'est hein. un soyons comble. tout à fait honnêtes, il faut, je pense qu'il y a des idées sur lesquelles il ne faut pas aller plus loin à un moment donné. Et bien évidemment, l'exécution du maquillage. Oh mon Dieu. Ah, de- on a de- éveillé le PTSD de Carl là. Non, en fait, il y a un gros problème sur l'écriture de Michael dans ce film. Et c'est pas l'interprétation de Flex Alexander, finalement, lui n'est que le reflet de la direction d'acteur qu'il a eu pendant le tournage. C'est vrai. Mais en fait, on a transformé Michael en espèce d'homme très naïf. Et Un peu simple. il a manqué cruellement de nuances, en fait, l'écriture du personnage de Michael. Et comme le dirait mon ami Xane, tu ne crois pas en Neverland? Et oui, et par contre, le maquillage était vraiment catastrophique. En fait, ce qui est terrible, c'est que même si le film était bien écrit, il était bien produit, il avait un bon rythme,
juste ce maquillage, C'est tout en ce qu'on fait, retient. Aurait tout massacré. en fait, ça Enfin, pas démontre tout, quoi. le maquillage par lui-même laisse supposer que Michael s'est vraiment blanchi la peau volontairement, quoi. Et effectivement, plonger dans un seau de farine et ressortir et dire Flex, c'est bon. en tant que noir, tu m'as fait du mal. Franchement, la farine Flex. Flex. Et moi, en tant que farine, tu m'as fait du mal. Inadmissible. Inadmissible. En fait, si tu veux, encore une fois, c'est un gros problème d'exécution. Et effectivement, le maquillage est médiocre. Donc, le rendu est médiocre sur le visage de Flex Alexander. Et effectivement, ils auraient dû nuancer. Alors, attention, par contre, ils précisent bien que c'est le vitiligo. Pareil, hein, ils sont toujours dans cette dynamique de réhabiliter Michael, de ne pas tricher là-dessus et encore une fois de prendre position sur le fait qu'il était totalement innocent de ce qu'on l'accusait. Et surtout, encore une fois, je le précise, le film arrivait presque en amorce du procès de 2005, qui n'avait pas encore eu lieu au moment de sa diffusion. Donc c'est ce que je salue par rapport à ce film. Mais effectivement, on condense tout ça en 1h30 et des problèmes de droits musicaux et de gros problèmes d'exécution, ce qui fait que c'est un ratage complet. Merci Greg pour Cette nuance. cette lecture. Il a bien choisi ses mots. En plus, j'apprécie beaucoup. Mike, à toi. Ah, que dire sur... Oh purée. Oh purée. Bah, encore une fois, bon, on va pas revenir sur l'épisode de la farine. Je crois que tu as assez souffert comme ça. Hein. Je vais prendre un cachet là. Je commence à voir tête qui tourne. mais en fait, oui, moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est que on peut le critiquer sur la forme, oui, certes. Après, sur le fond, oui, ils n'avaient pas de mauvaises intentions, mais moi, ce qui m'a le plus frappé, non, c'est pas la farine, non, mais c'est plutôt, oui, le fait de représenter Michael, mais tellement naïf. C'est vraiment limite, ça en devenait presque de la caricature, quoi. Alors que c'était pas l'intention première. Même quand Flex Alexander, quand il le joue, il voulait juste jouer Michael, Michael l'homme, en fait. Et là-dessus, je salue l'effort. Je salue l'effort de montrer Michael en tant que personne et pas en tant qu'artiste, parce que c'est un parti pris aussi. Donc là-dessus, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais le représenter trop naïf. Oui, Michael était naïf, mais c'était pas un idiot non plus, hein. Donc, pour sa confiance à tout le monde, personnellement, peut-être. Mais au point de vue affaire ou quoi que ce soit, non, 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 on va se calmer là. On va se calmer tout de suite. Michael, c'était loin d'être un naïf. Michael, oui, c'était, certes, des fois, c'était un gamin dans sa tête et tout, mais point de vue affaire, désolé de le dire comme ça, mais c'était un requin. Michael, en business, il ne plaisantait pas. Mais tu sais, c'est presque c'est un peu le reflet d'un problème sociétal de l'époque des années 2000, c'est-à-dire qu'on confond la naïveté et la bienveillance. Exact. Et je pense que c'est un peu c'est là où ils n'ont pas réussi à nuancer l'écriture du personnage de Michael, c'est qu'ils n'ont pas su mettre de la bienveillance qu'ils ont remplacé par de la naïveté. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Faire confiance aux gens, croire en leur bonté, c'est pas synonyme de naïveté. Ça n'empêche pas la méfiance. Ça n'empêche pas de faire attention. Surtout avec le train de vie que Michael avait. Et c'est effectivement, là-dessus, ils se sont fous. Moi, je suis totalement d'accord. Là-dessus, ils se sont ratés. Donc, au moins, on sent que Flex, il essaie de donner le meilleur de ce qu'il a. Donc, c'est pour ça que je dis que je salue l'effort, parce que voilà, il a vraiment voulu le jouer du mieux qu'il pouvait. Parce que voilà, encore une fois, jouer Michael, c'est compliqué. Hein, parce que le problème quand on veut faire Michael, que ce soit sur la scène ou ailleurs, ou même dans le biopic, hein, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, toi tu l'as vu, mais nous pas encore. Et là, oui, là, sans mauvais jeu de mots, là tu peux flex, oui. mais en gros, voilà, en fait, il faut toujours trouver le juste équilibre entre l'artiste talentueux, l'enfant qui n'a pas eu l'enfance qu'il devait avoir, et essayer de trouver la frontière entre les deux sans que ça devienne une caricature. Et c'est un exercice vachement compliqué. Vachement compliqué. Et au-delà de ça, il faut aussi faire notre propre autocritique et être honnête. C'est que nous, les fans, on est très incisifs et très exigeants sur les représentations de Michael Jackson. Et je pense que quand on se lance dans un tel projet, on sait qu'entre guillemets, on est attendu au tournant. Bien sûr. Encore une fois, la vie de Michael était tellement loin, il a accompli tellement de choses, point de vue artistique, même point de vue humanitaire, faut pas oublier. Michael,
Michael, point de vue humanitaire, il a donné 400 millions de dollars dans sa vie à des œuvres caritatives. Je ne trouve pas une autre personnalité ou un autre artiste qui a pu faire la même chose. Et la chose aussi qui m'a frappé chez lui, c'est que quand il allait à des orphelinats ou faire des dons, il n'appelait pas la presse. Et vraiment, il le faisait vraiment parce qu'il voulait le faire. Limite incognito. Voilà, limite incognito, exactement. Et, et justement, j'espère, ça encore une fois, c'est des attentes du biopic, sans spoiler. J'espère que le biopic ne va pas montrer comme quoi il est dans les hôpitaux, très loin de là, mais j'espère voir le côté vraiment humain, comme quoi Michael pensait vraiment aux autres en dépit du statut d'artiste international qu'il avait. Donc, et justement, pour continuer par rapport au projet, bah, il y a eu le deuxième projet, Searching for Neverland, avec Navi qui jouait Michael. Là, j'avoue que c'est raconté par les gardes du corps de Michael, bien sûr. Donc c'est pas, C'est un autre, voilà, c'est un autre, un autre c'est angle. un autre angle et un autre projet. Mais au moins, on va dire ce qu'il y a de bien avec ce projet, c'est qu'il a été pris au sérieux. Donc il est un peu plus sérieux et un peu moins, entre guillemets, léger que Men in the Mirror. Et aussi, ben, on te montre vraiment Michael, l'humain, et le côté faillible, et en même temps, Michael en tant que père de famille. Chose qu'on ne voyait quasiment pas. D'un côté, c'est normal, c'est sa vie privée, il voulait la préserver, ce qui est normal. Mais voilà, moi, il y a une scène qui m'a marqué, je pense qu'on va tous se rappeler de ça, c'est la scène de la piscine. La scène de la piscine, La quand, caméra de surveillance. juste un petit peu pour le contexte, Michael est dans un hôtel avec ses enfants et la nounou de ses enfants. Et on lui dit, voilà, vous avez 1 heure pour vous amuser et tout ça. Michael écoute de la musique, il voit ses enfants s'amuser, il est content et tout. Et à un moment, il voit une caméra et limite, il pète un plomb. Il pète un plomb, il se lève, il est en colère, il essaie de prendre la caméra, il s'ouvre la main, il saigne un peu. Et à un moment, dans la scène, il est en train de pleurer, il craque mentalement en disant pourquoi est-ce qu'ils me font ça, je préférerais m'ouvrir les veines que faire du mal à un enfant, pourquoi ils me laissent pas tranquille. Cette scène, mais moi franchement, elle m'a déchiré. Donc rien que ça, j'ai pris le projet au sérieux. J'ai pris le projet au sérieux et ça montre aussi comme quoi ben, Michael, encore une fois, en dépit du statut d'artiste légendaire qu'il a, ben, c'est un être humain comme tout le monde. Et un être humain, ben, ça a des hauts, des bas. Et il était tellement sous pression qu'à un moment, il craque. Et honnêtement, qui pourrait lui en vouloir? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Imaginez que vous êtes traqué, que vous êtes observé, que vous êtes critiqué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et en plus, alors que vos enfants, je ne sais pas si à l'époque, quand Prince Paris et Biggie étaient petits, ils voyaient ou entendaient ce qui se disait sur leur père. Mais imaginez avoir ça tous les jours, au bout d'un moment, vous craquez. Vous craquez. Et c'est complètement normal. Non, de ce côté-là, je suis d'accord. Alors, pour refaire un rétro-pédalage concernant le projet d'avant, j'essaye, hein, mais c'est compliqué. En fait, pour la petite histoire, c'est que j'avais fait l'effort, je faisais mes courses. J'étais avec un pote à moi qui habite à Paris. Carl Emmanuel, si tu vois cette vidéo, tu sais très bien de quoi je vais parler. Je faisais mes courses, donc j'étais des trucs à manger le soir. Et je tombe dans le rayon DVD. Et je vois ça. Je dis, oh, projet de ma film de Michael, je connais pas et tout, c'est bizarre et tout ça et tout. Je l'achète, j'étais comme un fou. Je mets le, je mets le DVD. Limite, je voulais qu'on me rembourse, quoi. Mon pote, il s'est foutu de moi tout le long. Même jusqu'à aujourd'hui, on en rigole encore. Enfin, moi moins. Et en fait, j'ai pas été capable, même encore aujourd'hui, d'apporter... alors, mis à part ce qui a été dit, la sincérité de Flex ou du staff, de retranscrire des éléments, ok, on va dire ça. Mais à part ça, en fait, pour moi, il n'y a rien qui allait... Pas la musique, c'est compliqué. Tu leur en veux. Hein. Ah, gravement. Même les tenues, je kiffais pas. C'était pas taillé, c'était trop large. Je repense encore à la scène du Dangerous Tour. Ah, moi, il n'y a rien qui va. Dangerous Tour. En plus, Flex, il était quand même costaud par rapport à... Donc, bref. Et la scène la tenue blanche de Michael au Madison Square Garden de 2001 avec ses frères. Tu vois, avec une perruque bon marché. On aurait dit Mireille Mathieu. Puis... Bref, Non, puis c'est la scène du World Trade Center, là, il a Armageddon, les enfants. Non. Puis la VF, non, j'aime, en fait, j'ai rien. Il y avait une scène qui était quand même réussie dans ce film,
qui avait bien été filmé, je trouvais, c'était la retranscription de la fois où la police est venue à Neverland pour photographier le corps de Michael Jackson. Ah oui, Ah c'est oui. vrai. Cette déclaration de C'est Chandler, vrai, c'est vrai. c'est une scène qui est hyper dure à regarder parce que pour le coup, ça s'est passé comme ça. Oui. Et cette scène retranscrit bien, en tout cas, l'authenticité de ce que cherchait à voulu faire le film. Mm. Et C'est vrai. pas une scène qui est évidente à regarder. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Marque des bons points, même si là j'ai du mal à trouver des qualités, mais c'est vrai que cette scène. Mais parce que tu as développé une espèce de rancœur, tu es parti avec un enthousiasme Ouais, et mais on t'a cassé cet enthousiasme c'est- à ton je- visionnage. je- C'est des Désolé, mais PTSD, tu sais, c'est- c'est des PTSD avec le temps. Tu sais, tu peux plus t'enlever. Non, tu- non, 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 j'ai besoin peut-être d'une thérapie. Ouais. Du coup, passation. Donc, le deuxième projet. Du coup, avec Navy, qu'est-ce que tu as pensé de ça et ta lecture? Alors moi, je vais te dire, j'ai beaucoup aimé et en plus, j'avais regardé le film avec ma femme, qui n'est pas fan de Michael, Ah, toi aussi. du coup. Donc, on est Et bien. en fait, ce visionnage m'a marqué avec elle parce que, alors déjà, je tiens à préciser que la facilité qu'avait ce film, c'est qu'il ne se concentrait que sur quelques années de la vie de Michael Jackson. Donc il n'avait pas cette difficulté de retranscrire la densité de la vie de Michael. C'est vrai. Donc il avait le temps de pouvoir développer pas mal de choses, notamment sur la période sur laquelle il se concentrait, donc sur ces dernières années. Et en fait, un truc qui m'a marqué au-delà du film, donc j'ai aimé ce film. J'ai trouvé qu'il était bon. Bon, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais au moins il n'a pas souffert du fait de ne pas avoir les droits sur les chansons parce que on ne se concentrait pas du tout sur l'aspect C'est la musical. question que j'allais te poser d'ailleurs Oui. par rapport au droit, parce que je me souviens plus. Alors, c'est pareil que le premier Que le film. Hein. premier. Il n'y avait aucun droit. C'est Ouais. fait de manière totalement indépendante. Et donc, c'est fait après la disparition de Michael Jackson. Mhm. Mais là ça ne dessert pas le film parce que le film raconte une période de la vie de Michael où Michael n'est pas sur le devant de la scène. Donc, il arrive à s'émanciper facilement de l'aspect artistique et musical et le film n'en a pas besoin quelque part. Ouais, se concentre beaucoup plus sur la partie vraiment personnelle de Michael. Exactement. Perso, fin de vie, quoi. Exactement. Et donc ça ne dessert pas le film de ne pas avoir la musique de Michael, contrairement à son prédécesseur. Et en fait, moi, un truc qui m'a marqué, c'est que quand on a regardé le film avec ma femme, et cette fameuse scène de la piscine que tu as évoquée, moi, je me souviens que ma femme m'a regardé et elle m'a dit, c'est vrai qu'en fait, il avait vraiment une vie horrible. Et c'est un élément qui m'a le plus marqué au-delà du film en lui-même, parce que je me suis dit, là, le film a réussi son coup. Parce que si ma femme, qui est pas particulièrement fan de Michael et donc est pas particulièrement connaisseuse de son histoire, À réussir à ressentir ça. arrive à sortir ça à son visionnage, je parle sous son contrôle bien sûr, je t'aime chérie, je me dis que oui, le film a réussi son pari en fait. Parce que nous, on peut se le dire parce que, encore une fois, on va regarder le film par le prisme de notre passion, par le prisme de ce qu'on en sait, et donc on a déjà souffert avec Michael, entre guillemets, Mhm. quand il avait toutes ces injustices autour de lui. Et ce qui n'était pas le cas ce qui était pas son cas. Donc, quand elle a dit cette phrase, je me suis dit, ouais, le film est réussi pour moi. Donc, bien sûr qu'il est pas dénoué de défauts, mais Navi fait plutôt bien le taf. Après, je trouvais qu'il y avait des séquences qui se hachaient un peu, notamment sur les liens avec les frères Jackson et même avec Joe Jackson. Je me suis interrogé sur la véracité de la manière dont ça s'est passé. Notamment, je pense à la scène de voiture avec Randy, Randy. Randy, ouais. qui essaie de défoncer le portail avec la voiture. Joe Jackson qui intervient pour Calmer les choses. calmer Michael, considérant qu'il n'y avait que Joseph pour pouvoir stopper Randy dans sa frénésie. Mais alors que 10 minutes avant, on avait une scène où Michael voulait pas voir Joseph, en disant presque un peu hautainement, est-ce que Joseph a pris rendez-vous? Oui, je me Je souviens. sais de pas cette si, scène, si oui. vous Oui, l'avez si. la scène. Si, si. Et 10 minutes après, il dit appelez Joseph, il n'y a que lui qui peut régler ça. Et donc, des fois, on avait un peu cette superposition de séquençage, du coup, qui manquait des fois un peu de contraste. Mais encore une fois, là c'est parce que je cherche un peu les défauts du film. Mais c'est pas ce que j'ai retenu le plus, en tout cas, de celui-ci. Donc, oui, celui-ci était réussi. À mon sens, en tout cas, il était à la hauteur des ambitions qu'il avait. Et que le message pouvait effectivement bien passer. Mais aussi le prisme de raconter, et surtout, c'est que c'est pas un rapport, on va dire, direct, c'est plutôt indirect, parce que c'est l'histoire des gardes du corps qui racontent comment ils ont
vu Michael Jackson. Donc c'est vraiment un regard indirect. Mais donc bien sûr, ça peut être sujet à interprétation. On peut être se dire est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que ça a été fait autrement? On n'en sait rien. Enfin, il faut lire le livre des gardes du corps. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, oui, c'est que vraiment le sujet a été pris au sérieux. Et je pense que comme tu as dit, il a des défauts, mais je pense que c'est le film, en gros, que le public avait besoin de voir. Parce que, encore une fois, la vie de Michael, artistiquement, on la connaît. Sa vie personnelle, quasiment rien. Enfin, quasiment. Je veux dire, on entendait des rumeurs ou des choses dans les magazines de ci, de là, mais des choses vraiment authentifiées par Michael en disant oui, ça s'est vraiment passé, on n'entendait rien. Et d'un côté, c'est normal. Une vie, c'est pas un tabou, mais voilà, pour lui, sa vie privée, c'est sa vie privée. Il Ça avait, se respecte. il avait quand même fait il y a quelques années le Private Home Movie. Où tu voyais Oui, qu'il avait oui. quand même cette volonté tout de même de De montrer qui pas lui, tout montrer. dans la vie de tous les jours. Mais je pense que de toute façon, depuis l'affaire Chandler, Michael était plus forcément. Alors, ça, c'est ma lecture, hein, je précise. Michael était plus forcément dans cette démarche de se faire rare, pas en montrer trop. Il était dans une démarche où il avait quand même envie qu'on le comprenne. Quand vous écoutez Childhood, Ah oui, enfin voilà, les paroles sont explicites. exactement. Arrêtez de me juger, essayez de me comprendre, voyez la vie que j'ai eue, voyez l'enfance que j'ai eue. Et on a eu l'épisode Bachir qui lui a fait beaucoup de mal. Et le Private Home Movie, je pense qu'il en avait vraiment besoin, qu'il avait besoin de montrer une partie de son intimité, de sa vie avec ses enfants. Alors, il montrait pas tout parce que, mine de rien, c'est quand même les vidéos personnelles de Michael, c'est Michael qui les montre et les visages des enfants ne sont pas masqués. Cette fois-ci, Michael fait le choix de montrer le visage de ses enfants. Mhm. Même si, évidemment, quand il sortait avec eux, il faisait Il toujours en masquait, sorte oui. que les visages soient Voilé. masqués pour les protéger. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, oui, il gardait sa vie privée, mais je pense que il était quand même dans cette démarche où il était plus en train de construire sa légende, il voulait un peu qu'on lui foute la paix, quoi, et qu'on dise, regarde. De toute façon, à partir de 2000, Michael n'avait quasiment vraiment plus rien à prouver. Il n'avait plus rien à prouver artistiquement. Je veux dire, 80, tu sors l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. 88, c'est un des albums les plus impactants de ces dernières années. Dangerous, je reprends l'exemple que tu avais dit sur les réseaux sociaux. Et au début, sur Thriller, il s'assoit sur le trône. Avec Bad, on lui met la couronne. Et avec l'album Dangerous, on lui donne le sceptre. Donc, Michael n'avait vraiment plus rien à prouver. La seule chose qu'il pouvait prouver, c'est après les accusations de 93, la dernière chose qu'il avait à prouver, c'était de se dévoiler lui-même. C'était la seule chose qu'il avait à faire. Parce que artistiquement, il n'a plus rien à prouver. Bah, c'était 87. Oui, c'est ça. T'as dit 88. Oh, pardon. Mais Pardon, 87. avec la tournée. Oui, voilà, avec la tournée, mais voilà, enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, Michael n'avait plus rien à prouver professionnellement, mais je pense qu'il devait beaucoup parler au point de vue personnel. Peut-être c'est la chose qui lui a fait défaut, c'est possible. Je pense que s'il avait pris un angle différent, peut-être que les choses seraient mieux tournées dès le début, mais après aussi, il ne faut pas oublier que, voilà, durant les années 70, 80, 90, la société et même le monde en général est très différent de ce qu'on a maintenant. Je veux dire, on va prendre un exemple tout simple. Maintenant, quelqu'un qui fait du stream en jouant à des jeux vidéo, c'est quelque chose de normal. Faites ça dans les années 80-90, on va vous prendre pour un fou. On va vous prendre pour un aliéné, quelqu'un qui ne veut pas grandir. Michael avait entre guillemets ce problème-là. Et le problème, c'est qu'il a été aussi incompris parce que justement, personne n'a vécu sa vie. Lui n'a pas vécu la nôtre. Et donc, il y a toujours cette zone de on n'arrive pas à se comprendre. Et c'est ça, c'est la plus grande chose qui lui a fait défaut, c'est d'être incompris. Et surtout de ne pas avoir parlé. Pour des bonnes raisons. Surtout ça. Pour des bonnes raisons. Mais le fait de ne pas avoir parlé, voilà, ça, je pense que ça l'a desservi. C'était son mode, peut-être pas lui directement, mais le staff avec Dilio, etc. Tu sais, ce côté starification, mais t'es rare, un peu inatteignable. Et c'était une volonté de sa part de pas faire d'interview, etc. Et c'est vrai que, comme tu le dis, avec le temps, ça a pu être un avantage pendant un certain temps. Tu sais,
cette distance qu'il avait se fait rare. Et du coup, quand il se montrait, c'était toute la Terre qui tremblait avec un Exactement. nouveau projet. Avec Bat, c'était comme ça, Dangerous, c'était comme ça, etc. Mais ce côté, c'est vrai, connexion rapport humain, il l'avait pas. Et quand il a voulu peut-être développer ça, bon, c'était bien avant les réseaux sociaux, mais c'était limite trop tard dans le sens où l'opinion de masse avait déjà tranché, En fait, malheureusement. après l'affaire Chandler, le mystère, c'est plus possible. Tu vois, la direction artistique de Michael, c'était le mystère à partir de 78. Il le proclamait. Je me ferai rare à la télé, je ferai pas d'interview, on parlera de moi comme une légende. Mhm. Mais après 93, c'est fini. La ligne éditoriale du mystère, ça peut pas fonctionner. Ça peut plus fonctionner. C'est Diléo est avec lui jusque quand Bah, jusqu'à Moonwalker. jusqu'à Il a, Moonwalker. il a été Ok. viré parce que Moonwalker a pas eu de sortie cinéma Cinéma. en salle aux États-Unis, je précise, parce qu'il est sorti en salle en Europe et au Japon. Mhm. Aux États-Unis, il a eu un direct ou VHS et bon, c'était Frank Dileo qui a mené un peu le truc et Michael a vécu la chose comme un échec et il s'est fait licencier suite à ça. Mais aussi, je pense aussi, bah, justement, pour parler de la vie de Michael, comme tu l'as dit, avant, on pouvait raconter sa vie par le prisme de son art. Je pense que là, ce que le biopic va faire d'ailleurs. Mais je pense que maintenant, les fans, comme non, le grand public, comme les fans, vont vouloir juste découvrir l'être humain. Parce qu'on est aussi on est aussi dans une ère actuelle où n'importe qui peut devenir célèbre quasiment comme ça, partir aussi très vite. Michael, c'est un des rares qui est apparu et qui a eu cette telle longévité artistique. Et donc, le fait d'avoir aussi cette telle longévité artistique, donc tu connais le processus de travail, mais tu connais pas la personne. Et justement, le fait de ne pas connaître, ça attire la curiosité. Mais aussi, c'est une chose, à cause justement de ce statut de star, il peut pas avoir la vie de nous tous. Je veux dire, on peut, nous, même Germaine l'avait dit. Germaine l'avait dit, il a dit, moi je peux sortir, aller dans une boulangerie, acheter du pain, faire du shopping, il n'y a pas de problème. Lui il ne le peut pas. Et c'est vrai. Même Michael l'avait dit, il a dit, j'ai essayé une fois aller au supermarché, en 5 minutes, tout s'est arrêté, il fallait appeler la sécurité, fallait que je puisse sortir et tout. Mais vous imaginez vivre ça? C'est Mais compliqué. en fait, quelque part, tu vois, c'est quand tu fais un biopic sur Michael Jackson, ce qui va, je parle pas des fans, hein, je me positionne sur le point de vue du grand public. Mhm. Tu vois, tu l'as dit, le prisme de la musique, c'est clair, mais on a évoqué cette fameuse partie 2 qui doit arriver l'année prochaine. Moi, je pense que cette partie 2, elle va aussi beaucoup être, elle va être vendue par le prisme du voyeurisme. Oui. Tu vois? Parce que les gens vont vouloir avoir une position. Bon, c'est des choses qu'on avait évoquées dans ton premier podcast. Mais les gens ont envie d'avoir une position par rapport aux affaires, ce qui s'est passé réellement, pourquoi les fans défendent Michael Jackson corps et âme, pourquoi même aujourd'hui, bon, les gens ont compris le poteau rose de cet appât du gain. Mais je pense que effectivement, on peut vendre le premier film par le prisme de la musique et de connaître Michael Jackson, mais que beaucoup vont aller voir le film pour une certaine forme de voyeurisme, pas tellement pour l'artiste, mais pour Et, voir un peu l'homme et peut-être mieux comprendre. et justement, est-ce que ça serait peut-être pas aussi mieux, voilà, par exemple, la partie 1 qui se concentre sur le côté artistique de Michael, et justement la partie 2 mettre un peu plus l'axe sur le côté, on va dire, humain. Parce qu'en gros, comme ça, on peut voir les deux films en un tout. On verra le côté artistique, on verra le côté humain. C'est une possibilité. Bah, Mais ça, tu peux pas le scinder en deux, dans le sens où, pour moi, dans ce cas-là, c'est des ingrédients qui doivent apparaître dès le premier projet. C'est vrai, c'est Parce que juste. si tu prends la période, on va dire, Jackson 5 jusque Bad, bah, la partie humaine, elle est déjà vivante dans l'histoire de Michael. Ouais, moi je suis plutôt de l'avis de Mika, tu vois. Moi je pense qu'on peut dissocier les deux. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on a parlé de notion de mystère, c'est-à-dire qu'on est sur une partie 1 où la légende se crée, la légende se forme, elle se construit dans le mystère, dans le talent, dans le travail. Mhm. Et en fait, on arrive dans cette partie 2 où le voile doit s'enlever parce que on l'a accusé de choses, on doit comprendre pourquoi il a été accusé et on doit comprendre surtout pourquoi il n'avait rien à se reprocher. Et là, le voile se soulève, pardon,
Et donc, effectivement, la partie musicale devient un peu plus secondaire. Elle disparaît pas parce Mhm. qu'elle devient, enfin, encore une fois, c'est mon point de vue, elle devient importante parce que s'il n'y a pas d'affaire Chandler, il n'y a pas History. En tout cas, il n'y a pas History dans la forme qu'on l'a eu. C'est pour ça que moi, ça me paraît être une hérésie, au-delà de tout critère juridique et tout ce que vous voulez, ça me paraît être une hérésie de ne pas développer l'affaire Chandler pour On est parler de la d'accord. suite. Mais on est maintenant dans ce contexte où, en fait, après Bad, un peu à la manière dont les États-Unis voient Michael Jackson, et comme tu l'as dit, après Bad, Michael a plus rien à prouver. Après Bad, Michael a plus rien à prouver artistiquement parlant. Donc, effectivement, la partie artistique, on l'a validée avec la partie 1, Mhm. et la partie 2 peut se concentrer Mhm. sur autre chose. Et Mhm. même à l'époque, hein, parce que je me rappellerai toujours de cette phrase, c'est que quand Bad était sorti, et même après quand le Bad Tour était sorti, il y avait des vidéos et tout ça, la première chose que les gens se posaient comme question, c'était pas qui est Michael l'artiste, c'était qui est Michael Jackson. Donc l'homme. C'était la première chose dont les gens se posaient. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on a eu la fameuse photo du caisson à oxygène, voilà, de base, lui, il l'a utilisé parce que à cause de sa brûlure de Pepsi, pour, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pour une accélération de guérison. Il l'a même pas utilisé, Ou- en plus. Oui, enfin Parce voilà, que mais Une mise en scène. c'était une voilà, démonstration d'un nouveau produit, effectivement, pour les victimes de grands brûlés. Et voilà, c'était un essai pendant la présentation. voilà. Donc lui, il l'a jamais utilisé pour lui-même. Mais tu vois, dans ce contexte-là, on est encore dans le contexte de construire le mystère, tu vois. Oui, mais ce qui est dommage, alors je comprends, hein, par le fait, voilà, le mystère, faire parler, je peux comprendre. Mais je pense qu'à un moment, il y aurait dû avoir eu des limites. Il y aurait dû avoir eu des limites parce qu'en disant, oui, j'ai fait cette photo dedans, oui, parce que j'ai été brûlé à une période, oui, mais je dors pas dedans. Mais, Il aurait dû faire un démenti mais directement. tu vois, genre, on en revient toujours au même. C'est-à-dire qu'avant Chandler, C'est on ce que peut j'allais dire. Ouais, cultiver Parce ça. qu'il n'y avait pas de limite tant qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Exactement. exactement. Et ça marchait. Mais Donc, Ouais, après pour eux. Chandler, il faut expliquer que Michael, en fait, c'est un mec normal. Tu exactement. vois, alors qu'avant Chandler, c'est pas grave, au contraire. Mais la question que je posais, en fait, je vais peut-être la dire autrement par rapport au côté humain de Michael. Alors, je comprends, mais c'est donc du coup, si je reformule, ça serait plus par rapport au prisme des affaires qu'il a connues via l'histoire de Chandler, où Michael avait ce besoin de réavoir ce crédit peut-être aux yeux du monde. Moi, en fait, c'était plus le côté, j'ai besoin de connaître l'humain, parce que quand on connaît un peu plus la vie de Michael, mais euh, on sait très bien qu'au point de départ, déjà, Michael est carencé, avec des manquements. Tu vois. Mhm, Et pour moi, c'est des éléments qui sont utiles dès la genèse pour comprendre en fait ce fil conducteur, etc. Je sais mhm. pas si je suis plus clair. Non, La c'est très bien période des expliqué. Jackson 5 qui doit placer le contexte de sa vie. Voilà, voilà, Exactement. voilà, voilà. Mm. Exactement, parce que oui, encore une fois, hein, quand il disait, oui, les enfants, après l'école, ils pouvaient jouer dehors, ils Mhm. faisaient leurs devoirs et tout. Et Moi, ils pouvaient j'étais au pas. studio, C'était boulot, boulot, et le boulot. soir, je chantais. Et le soir, je chantais, et Mhm. je faisais ça quasiment tout le temps. Michael n'a connu que cette vie-là. Michael n'a connu que cette vie-là. Pour lui, désolé de la comparaison, mais pour lui, sortir, parler à des gens, avoir une vie normale, pour lui, c'était rendez-vous en terre inconnue. Je serais plus capable de vous citer la source, mais j'avais lu une anecdote que Quincy Jones avait racontée, où il était avec Michael, je sais plus dans quel contexte, et puis il discutait de choses et d'autres. Et à un moment, Quincy Jones dit à Michael, par un agacement extérieur, encore une fois, je saurais plus vous donner le contexte, et Quincy dit à Michael, ah là là, des fois ça me manque quand même cette vie anonyme où on nous laisse un peu tranquille, on arrête de nous solliciter à droite, à gauche, juste envie d'être tranquille et d'être anonyme. Et Michael l'a regardé et lui a répondu, bah moi je sais pas ce que c'est. Voilà. Et en fait ça veut tout dire. Parce que effectivement, je vais pas en dire trop parce on va sûrement développer ça dans un troisième épisode, mais Mhm. ça démontre complètement que si on compare nos vies, ou même la vie de n'importe quelle célébrité, On peut pas. à celle de Michael, Ah, c'est impossible. C'est impossible. c'est dur. Et franchement, et la question, c'est comme moi, perso, hein, si j'avais pu le rencontrer, moi, la première question que je m'aurais posée, c'est comment il a fait pour tenir mentalement.
Ça, c'est une grande question. Parce que La vraie question, c'est est-ce qu'il a tenu? aussi, Il est plus là. Hein. Parce que le oui, côté, exactement. Je vous Mais rappelle qu'il est plus là. ouais, Mm. mais voilà. Mais franchement, si j'avais l'occasion, moi, je lui aurais dit, comment t'as fait? Ça me rappelle, alors c'était un commentaire de je sais plus quel chroniqueur ou journaliste qui disait qu'en fait, ce qu'il faut comprendre de la vie de Michael, et je pense qu'on pourrait peut-être le développer dans notre épisode, mais c'est que à partir de ses 5 ans, il y avait une personne qui ouvrait la porte pour lui. Quand tu as ça, tu dis ah ouais. Et une autre personne pour fermer la porte C'est derrière. ça, Ouais, C'était Philippe Manœuvre qui Merci, disait ça. merci. Ouais. C'est ça. Mais Donc, franchement, donc, franchement, oui, franchement, avoir un niveau de notoriété, on va pas se mentir, il y a plein de personnes qui voudraient avoir ce niveau. après, il faut Mais assumer oui, les exactement, revers. Il y a bah oui, la médaille et le revers. Parce que Le nous, on voit problème, que le bon côté, entre guillemets, tu vois. Oui, Et ça, c'est pour tout, de toute façon. C'est très humain. Hein. bien sûr. C'est pour tout. On voit toujours le bon côté de ce à quoi on aspire, mais on ne sait pas encore les plumes qu'on va laisser derrière. Ouais. Mm. Mais en tout cas, espérons que le biopic. Je sais que le biopic ne va pas donner toutes les réponses, bien sûr que non. Mais j'espère que le biopic va donner au moins certaines pistes de réponse et surtout certaines clés de compréhension par rapport encore une fois, par rapport à l'homme. Parce que par rapport à l'artiste, je suis désolé, on a quasiment tout vu. Il y a plein de documentaires, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses. La vie artistique de Michael, on l'a tous vu pour certains qui ont vécu presque en même temps que lui, ou pour citer une TikTokeuse qui a respiré le même air que lui en même temps. mais voilà, j'espère que le biopic, encore une fois, j'ai pas envie de dire que le biopic va redorer le blason, quoi que ce soit, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. La seule chose, moi, que je souhaite, c'est qu'ils amènent juste une vision objective, peut-être pas, parce que chaque biopic est romancé, Avec mais un au parti moins pris, donner des éléments de piste qui peuvent l'amener à le comprendre. C'est la seule chose que j'attends du biopic. Bah justement, comme j'ai vu le biopic, je peux vous dire que t'attends le 22. Bien joué, bien Ouais. joué. Bah voilà, donc pour cette partie, après donc j'avais un sous-thème concernant les différents trailers que vous avez vus rapidement, les différents posters. Qu'est-ce que vous en avez pensé à ce Alors. niveau-là? Parce qu'il y a eu je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais je trouve une certaine évolution au niveau des trailers. Donc il y avait le temps, on était tous dans l'attente. Moi, le premier, il n'y a rien qui se fait. La promo, c'est quand? Ils avaient changé des dates. Bon, bref, on va pas refaire ce qu'on avait dit dans le premier podcast. Et puis, avec le temps, c'est comme s'il y avait un accélérateur au fur et à mesure, plus d'éléments. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé à ce niveau-là? Alors, Très rapidement. moi, j'ai un coup de gueule à passer. Oui, ça m'arrive. Le premier poster, j'étais furieux. J'étais furieux parce que vous avez les States avec des gens qui sont payés je sais pas combien de milliers de dollars. Et vous n'êtes même pas capable d'engager un graphiste, quelqu'un qui sait faire un poster correctement. Vous êtes sérieux? Et je prends le parti pour moi. Il y a un fan qui s'appelle Pitou Je savais qu'il y avait pas. qui a fait des posters monstrueusement beaux, C'est vrai. magnifiques, et qu'il a fait avec ses propres moyens. Ah, il a mis une fessée à l'équipe de com. Alors là, Je vous invite à aller sur ses pages d'ailleurs. Hein. Mais Pitou World, allez-y. Instagram, TikTok. Il leur a allez-y. mis une Frérot, fessée. si Ah, tu nous mais entends. là, mais franchement, c'était incroyable. Et il y a une chose aussi, alors ça, c'est ma vision, je sais pas pour vous, mais le premier poster, moi, ça m'a mis furieux parce que on te montre Michael enfant, après Michael of the Wall, Thriller et Billie Jean. En gros, l'évolution de l'homme de Billie. Cro-Magnon. Billie, pardon. Pokémon, Billie- quoi. Non, encore pire. Ça ira pour cette fois, mais tu recommences pas. Encore pire, on te en gros l'échelle de l'évolution humaine, genre du singe à l'homme de Cro-Magnon. Donc, c'est quoi le message derrière? C'est que Ouais, mais Michael est c'est un même pas singe. bien exécuté, tu Non, vois. enfin, je sais pas, désolé si je J'ai choque ou quoi que ce soit, pas eu mais cette lecture-là, mais. ouais, oui, enfin je voilà, comprends. moi je l'ai lu comme ça et j'ai pas aimé du tout. Michael, c'est un hardi, c'est pas un animal. On va se calmer. Alors, en ce qui me concerne, par rapport à l'affiche, j'ai pas eu de sujet sur le message de l'affiche. Tu vois, même si on voulait montrer une espèce d'évolution un peu à
l'évolution de Darwin qu'on Mhm. connaît. Ouais, Je me dis pourquoi pas, c'est juste que l'exécution est ratée. Donc moi dans le message j'avais pas de problème, mais effectivement on est sur une affiche chargée. J'ai l'impression que c'est les miniatures que je faisais moi sur YouTube quand je commençais, tu vois. c'est exactement ça. Et où tu dis ah tiens je vais mettre ça et je vais mettre ça et je vais mettre ça, ça va être trop bien. Et en fait tu as juste un paquet surchargé qui est pas du tout vendeur. Donc moi c'est plus ça que j'aurais reproché à l'affiche en elle-même que encore une fois plus un problème d'exécution qu'un problème d'intention. Tu vois, Mhm. je Ouais. suis pas du tout dans ce procès-là entre Voilà, guillemets en tout cas par rapport à encore une l'affiche. fois, c'est peut-être moi qui ai suranalysé, c'est possible, mais moi je l'ai pris comme ça. Je me suis, franchement, t'as le droit, hein. moi je l'ai senti comme une insulte. Parce que je suis désolé, tu veux une évolution de Michael, c'est très simple. Tu mets Michael Petit en bas, après tu mets Michael Period of Zone un petit peu en haut à gauche, tu mets Michael en Billy en haut à droite, et tout en haut tu mets Michael Billie Jean. Ça, t'appelles ça une évolution. Moi, je vais te dire une belle affiche, c'est tu vois un Michael enfant en train d'admirer le Michael devenu adulte. Mhm. Tu sais, le regarder avec les yeux qui Pas mal. brillent, tu vois. Pas mal, Ça, c'est une belle affiche. pas mal. Pitou, on va peut-être. Ouais, non, mais Pitou va falloir qu'on Alors, discute, pour hein. l'exécution, j'ai pas ton niveau Pitou. Hein. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que bon, je pense sincèrement, parce que j'en connais pas, en tout cas dans les commentaires par rapport à ce que je peux communiquer sur mes contenus, de personnes qui étaient contentes de la première affiche. Ah non, on a Ça tous faisait râlé. On a très tous wish. râlé. Très wish. Alors je me dis, parce que ça peut être vicieux aussi, est-ce que c'était pas fait exprès pour après qu'on soit justement plus à cheval sur ce qui se fait après? Mais en fait, le problème, Enfin, on c'est saura jamais, en réalité, que mais- dès qu'on a un projet Michael Jackson, il y a toujours une crotte de nez, quoi, tu vois. Bah, En fait, c'est ça le truc. Et quand on voit l'affiche arriver, il faut comprendre que contextuellement, des projets d'avant, c'est qu'on se dit, eh ben, encore raté. Tu vois, le logo Thriller 40, c'est raté. Mmh. ouais, Il y a les machins, c'est raté. voilà. On n'a pas de Dangerous, Mm. c'est raté. Mais Pas voilà. d'anniversaire. Mais par contre, point de vue poster, au moins une bonne chose, c'est que vers la fin, là, au moins les posters dorés où on voit Michael enfant, Michael en Billie, Michael Billie Jean et Michael Period Bad, oui, là, j'avoue, ça claque. Pourquoi vous n'avez pas fait ça dès le début? Qu'as-tu ressenti justement? Ce serait intéressant de. Bah, franchement, là, j'ai senti l'axe du film, Mhm. parce qu'on te montre que voilà, on va vraiment se concentrer sur le côté artistique, voilà, et on sent que le biopic va parler d'une légende. Là, je l'ai ressenti. Les derniers posters, je l'ai ressenti. Et voilà, mais ça, c'était pour les posters. Et point de vue trailer, oui, au début, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit précédemment. Ça avait sorti au début sur l'attente. Et après, ça avait vraiment commencé à évoluer et tout ça. Et au moins, je dis un respect sur les trailers, il n'y a pas eu vraiment de spoil. Bon, en même temps, spoiler la vie de Michael, on la connaît tous, quasiment. Mais au moins, des spoils du film, encore une fois, moi, je ne l'ai pas vu, toi, tu l'as vu, mais moi, je ne l'ai pas vu de spoil tant que ça. Il n'y a pas une scène où je me suis dit, eh, mais attends, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Non. Et au moins, là-dessus, il y a un effort de fait. Donc voilà, en disant, oui, vous connaissez ça, c'est sûr. Venez au cinéma voir le biopic, vous allez en apprendre plus. Mmh. Là-dessus, au moins, pour trailer, il y a eu du bon boulot. Je le reconnais là-dessus. Mais sinon, non, point de vue poster, non. La partie 2, vous n'avez pas intérêt à rater la suite. Hein. Et toi, du coup, Greg, par rapport à tout ça. Bah, encore une fois, moi, le problème que j'ai, c'est que je suis pas du tout dans l'émotion avec ce projet. Mhm. Je suis seulement dans l'analyse parce que je suis passionné par Michael Jackson. Moi, c'est sincère. Et ouais. donc, c'est forcément une actualité qui m'intéresse, mais c'est pas une actualité je dirais, qui me touche ou qui me Qui te hype. hype. Le film en lui-même ne me hype pas. Là où je suis hypé, c'est plus l'événement que le film amène, avec les fans, même avec les non-fans qui aiment juste bien Michael Jackson et qui sont contents de voir un film sur Michael sortir. Mais le film en lui-même ne me procure pas d'émotion. Alors, donc je suis que dans l'analytique. En fait, je suis que dans l'analytique, la rationalité et même des fois un peu dans le chipotage, il faut être honnête. Donc oui, la première affiche que vous avez mentionnée, bon, voilà, comme je l'ai dit, moi, je trouve qu'une affiche surchargée qui fait encore débutant et qui n'est pas à la hauteur de ce qu'est Michael. On a eu une deuxième affiche, effectivement, qui avait une meilleure exécution, mais encore une fois, comme je suis pas dans l'émotion et que je suis dans l'analyse, et ben, je suis là, c'est pas le bon t-shirt de Billette. Maintenant, on verra, peut-être que le film montrera que c'était des Peut-être qu'il y a une répètes, raison et ou machin. pas.
Je te regarde sans chercher de réponse dans tes yeux. Hein. Mais voilà, en tout cas, quand je vois le poster, c'est la réflexion, c'est pas le bon t-shirt. J'étais aussi pareil en train de Donc, sursauter, ouais, ça, on donc l'a je suis- tous sur le t-shirt. On l'a Bien tous sûr, sur mais les- ce que je veux dire, c'est que je suis dans l'analytique, je suis pas dans l'émotion Mm. quand je vois l'affiche. Et après, les affiches du bad, période bad, etc., je les ai trouvées très belles, mais encore une fois, d'un point de vue analytique, je dis voilà, là, c'est réussi, là, ça vend bien le projet, on a des belles couleurs, on a la lumière, c'est doré, ça fonctionne bien. Ensuite, concernant les trailers, moi, le premier trailer, j'avais bien aimé, franchement. J'étais même plus touché par le mix de la bande son Oh, du ouais, trailer, oh là là, oui, oh là que je là. trouvais excellente. Ah non, franchement, GG à ceux qui ont fait le mix. Hein. Enfin, un Voilà, super Best travail. Artist Hein. Sound. Ouais, et finalement, à chaque fois, les trailers, c'est plus ça. C'est la manière dont ils ont su mixer les chansons de C'est Michael vrai, que je trouvais c'est qui était vrai, vraiment, c'est vrai. vraiment excellent. Après, les images, oui, encore une fois, je suis dans l'analytique, je suis pas dans l'émotion. Je suis curieux je suis curieux du film. Hein. Ça avait créé le buzz, hein. Enfin, alors, je me rappelle de mémoire que le premier trailer était sorti le 6 novembre 2025 à 15h. Pourquoi je m'en souviens? C'était la veille de mon anniversaire, de mes 40 ans. Donc, merci les États-Unis, merci Los Angeles. Et ce qui est très drôle, et en plus tu peux rappeler ça, ce qui est très drôle, c'est que quelques jours avant la sortie du teaser, on tourne le premier podcast C'est vrai. en Exactement. râlant parce qu'on n'avait rien sur le Oui, film. on Et là- tourne- en fait, on a tourné le premier podcast en se disant qu'est-ce qui peut arriver. Et quelques jours après, Bam Voilà, Voilà. on râlait, on était mais il y a rien, c'est pas possible, on nous montre rien. et Le trailer arrive. il arrive. Et le lendemain le podcast sort. Bingo Ah, alors là, un super timing. C'est la hein. magie de. Et c'est pareil pour le second trailer. J'étais à la maison. J'ai vraiment trop de chance. Ah, non. oui. Mais je sais pas pour vous, alors, si. Donc, c'était plus un sentiment, effectivement, tu sais, le mixage de la musique incroyable, t'es dedans, etc. Ça fonctionne bien. Comme un fou. Et les derniers éléments qui ont été diffusés, là, par contre, c'était plus l'aspect dramatique du film qui était mis en avant. Alors moi je précise une chose, j'ai regardé les 2 premiers trailers et depuis je ne Après, t'as regarde. arrêté Ok. En fait, je fais toujours ça avec les films que j'attends, tout du moins. Je regarde toujours la première bande-annonce. C'est même rare que je regarde la deuxième. Je regarde toujours la première. Après, je veux plus rien savoir. Mmh. Je peux rien savoir. Je peux rien qu'on me dise. Mais du coup, toi, tu pourrais répondre, comme je sais que t'as tout vu. Bah, oui, moi je peux répondre. Oui. Bah, justement, le côté dramatique, on le sent, on va dire, pas à fond, mais tu sens quand même qu'il est là. Mhm. Tu sens qu'il est là. Et Et du tu- coup, au début Oui, ou à la fin? Enfin, est-ce qu'on était. Vers la fin. Ok. vers la fin. Donc tu sens le côté dramatique en disant ah ouais quand même on va voir sa vie donc c'est cool on va voir plein de choses comment il est arrivé à l'artiste qui est connu Mhm. mais on va Mhm. voir aussi des choses voilà sa vie elle a pas été toute rose non plus et d'un côté c'est normal encore une fois on veut pas qu'un biopic ni édulcore ni rabaisse on veut juste qu'un biopic soit factuel c'est la seule chose que l'on souhaite d'un biopic. Mm. Voilà s'il y a des bonnes choses qui se sont passées il faut les dire s'il y a des mauvaises choses qui se sont passées il faut les dire. C'est Mais tout. ça reste un exercice très compliqué en soi de base. Et j'ai envie de dire 2 fois plus avec Line Michael. Parce que, bon, ça, je le disais aussi récemment sur des vidéos. Mais dans tous les cas, quand il y a un biopic, il y a 2 camps. C'est-à-dire que vous allez avoir les pros à l'artiste, je dis une bêtise, Elvis, Queen, etc., de la première heure, donc ils sont là, etc., donc ils connaissent tout sur tout, et ils seront pointilleux sur les éléments de la vie de l'artiste, etc., voir s'il n'y a pas des erreurs, donc ils seront là pour décortiquer de manière chirurgicale le projet. Mhm. Je pense qu'on l'a un peu tous, certains plus que d'autres, mais effectivement, c'est en nous, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et ça, je le relie à, je sors un peu de thématique, mais je pense à Harry Potter, par exemple. Vous avez les gens du livre. Donc, c'est vraiment les premiers de la team, qui connaissent tout sur tout, etc. Et puis après, le film est sorti. Donc, ah bah non, ils n'ont pas raconté ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et de l'autre côté, vous avez le grand public qui, eux, n'étaient pas attachés au livre et ont super kiffé le film. Je me dis, bah, ça sera peut-être un peu pareil par rapport au public de Michael Jackson. Bah, et justement aussi, dans le côté positif, ça peut être dans les deux sens. Par exemple, on reprend l'exemple d'Harry Potter. Il y a des gens qui ont lu le livre, peut-être qui ont été déçus du film, ça c'est une possibilité. Mais par contre, il y en a peut-être qui ont beaucoup aimé le film. Et quand on leur a dit que c'est basé d'un livre, Ils sont ils sont partis sur sur le livre. Et bien justement, si le biopic, que ce soit le grand public bien sûr, voilà, voit le film en disant ah ça m'intéresse, j'ai envie de voir un peu plus sur sa vie ou vraiment sur sa musique, si ça peut amener à ça, Bien sûr, bien sûr. tant mieux. Donc c'est pour ça, on peut toujours avoir, il y a, de toute façon, déjà de 1, tout biopic, tout artiste confondu, ou personnalité confondue, un biopic est toujours romancé.
Un biopic est toujours romancé. On ne verra jamais un biopic De A vraiment à Z, factuel. C'est pas possible. En fait, ce qu'il faut comprendre, moi je suis totalement d'accord avec ça. Moi je peux avoir un gros degré d'indulgence sur la fiction qu'on intègre dans un biopic parce qu'un film doit garder un rythme et qu'effectivement, je prends l'exemple du biopic sur Whitney Houston qui est catastrophique pour ça. Parce C'est que, un téléfilm hein, pour moi. Ouais, 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 il on est est catastrophique pour ça parce que du coup, il n'a pas su romancer la vie de Whitney Houston pour en faire un film pertinent, parce que c'est juste un enchaînement de voir Whitney Houston en studio enregistrer ses chansons, ce qui n'a aucun intérêt pour un biopic. Et de voir Jermaine. En tout cas, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on romance des choses, même pour le biopic de Michael, j'ai pas de problème à ce qu'on romance des choses parce que il faut intégrer, ou peut-être on va gommer cette partie-là de sa vie parce que c'est peut-être pas pertinent pour le rythme du film, etc. J'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand on écrit et qu'on réalise un biopic dans un objectif de faire la promo de l'artiste. Parce qu'un biopic n'est pas une pub géante pour un artiste. On est Un d'accord. biopic est là pour nous raconter une histoire qui doit être au plus proche de réalité. Réalité. Et c'est ça qui me fait peur avec ce film. Et bon, même si je pense que de toute façon c'est ça, c'est que on est là pour faire un film à la gloire de Michael, dans une projection lucrative au-delà de ce que va rapporter le film, mais de ce que va rapporter ensuite le merch Michael, les ventes de CD, etc. Et moi, je pense que la démarche de faire un film pour promouvoir un artiste, ça n'est plus un biopic, d'une certaine manière. On est d'accord. Et voilà. Donc pour moi, le piège du biopic, c'est celui-là. Donc le bon biopic, c'est pas celui qui est à 100% exact de la vie de l'artiste, c'est celui qui ne cherche pas à faire de la promo de ce qu'il raconte. Prenez Chaplin. Prenez Chaplin de Richard Attenborough. Prenez Tina, qui était extraordinaire. Ray aussi, non Ray. J'allais le citer. Et prenez Ray. Ray, en plus, Ray Charles, consultant sur le film, qui, c'est pas rien. pour le coup, est loin de dresser le meilleur tableau de Ray Charles. Oui. Et qui est un des biopics les plus réussis qui existent. Non, Ouais, effectivement. Donc, bon, ayant vu le biopic. Non, t'attendras le 22, encore une fois. Je ne dirai rien. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, Ray figure comme les biopics que je préfère avec Tina. D'ailleurs, Pour moi, c'est une référence. Ouais, Hein. pareil. Tina, j'ai plus la durée en tête, mais il dure assez longtemps. Il doit durer à peu près 2 heures, si je dis 2 pas de heures. bêtises. Mais je suis comme toi, je suis pas sûr de moi. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, c'était le deuxième épisode de Moonwalk Talk avec mes amis ici présents. Michael King, que vous pouvez suivre également sur ses médias, TikTok, Instagram, également YouTube. Pareil pour mon ami ici, Greg Pop Culture. Identique également pour moi, Carlito. Donc voilà, un réel plaisir de vous avoir à mes côtés, encore Merci une encore fois. pour l'invitation. Espérant qu'il y aura Avec plaisir. encore des épisodes. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao les copains.